Alors, pour faire du lien avec la conférence précédente et répondre aux questions de M. Nozac concernant la généralisation en complémentaire santé, je dirige une petite entreprise de 10 salariés. Je ne respecte pas les contraintes de la branche à laquelle j'appartiens en complémentaire santé parce que je n'ai pas compris, en fait, si vu la prestation que j'avais, je répondais parce que c'était trop compliqué, alors que je suis actuaire conseil de la branche. Alors j'ose à peine imaginer quelle tête va faire le boucher de Saint-Bérin sous 100 vignes pour savoir s'il est dans les clous de sa complémentaire santé ou pas. Ça, c'était pour répondre à l'autre dame de Clésia, je n'ai pas noté son nom par rapport à ça. Donc pour faire de la transition entre Solva 2 et l'ANI, je propose une petite intervention sur les paniers réglementés, parce qu'on est sous le coup d'une quantité industrielle de paniers réglementés, la CMUC, la CS, les labels territoriaux, le contrat dit responsable, et j'insiste là-dessus, le contrat responsable l'est-il vraiment? On a une vraie question autour de ça. Qu'est-ce qu'on a encore comme panier qu'on nous a pondu? Il y a tous les paniers labellisés des branches, il y a tous les paniers de soins des conventions collectives, enfin, tout ça va poser des questions pour l'ORSA et je propose en combien de temps? Benoît, j'ai combien de temps? Mon magicien, s'il vous plaît. Merci. Alors, en combien de temps? Parce que j'ai perdu. Alors, est-ce qu'on tient compte du retard? On tient compte du retard. Hein. Tu as le droit à autant de temps que. Non, que on n'a prévu. pas. On tient compte 30 du retard. minutes. Ouais. Tu as le droit à 30 minutes. Ouais. Super. Sachant que tu en as quand même mangé 3 là, hein, pour. Bah pour oui, mais faire c'était la pour faire arriver le chaland. Ouais. Mais tu peux recommencer la blague sur. Non. D'accord. Ah non, il ne faut pas recommencer la blague deux fois la même. J'en ai d'autres. C'est du comique de répétition. Oui, mais j'en ai d'autres. Ah, très bien. Je vais laisser les gens s'asseoir. Oui, donc, oui, en fait, on a commencé. Hein, donc, installez-vous, mais discrètement. On a commencé. Ou pas discrètement, d'ailleurs, on s'en fiche un peu. Donc, vous avez tous fait votre exercice ORSA. Et l'exercice que je vous propose en une demi-heure, c'est qu'on fasse un tour rapide des questions d'ORSA à se poser pour respecter la réglementation. Parce qu'on a un paradoxe, c'est qu'on doit respecter une réglementation qui elle-même génère des risques, ce qui ne manque pas de piquant. Donc voilà ce que je propose qu'on aborde cet après-midi en transition entre la généralisation de la complémentaire santé et solvabilité 2. Ça fonctionne. Ah oui, mais alors j'y vois rien du tout là. Et moi qui dis toujours qu'il ne faut pas assurer l'optique. Alors. En même temps, ce sont tes slides. Hein. Oui. Ah oui. Non, mais je sais qu'il faut que je change mes lunettes. Sinon, ils sont derrière. Oui, mais je ne veux pas tourner le dos à la salle quand même. Non, mais je vais essayer de m'en souvenir. Concrètement, donc nous avons le panier responsable, le panier minimum ANI, les contrats labellisés, la CMUC, la CS. Et on attendait le label retraité. Alors le label retraité, heureusement qu'il a été abandonné, sinon mon conseil eût été le suivant, surtout, n'y allez pas. Ah oui, mais je suis enregistrée, là, il y a des choses que je ne peux pas dire. À la pause, ce soir, je vous raconterai l'histoire du contrat labellisé, en off. On doit tenir de 4 risques de tarification, que moi j'appelle le risque de conception, le risque de tarification, coût moyen fois fréquence, le risque de souscription, pas au sens Solva 2, mais le risque de souscription au sens de qui souscrit les contrats, avec l'antisélection dont on a parlé tout à l'heure, et évidemment le risque de diffusion et de communication. Ah oui, c'est mieux comme ça. Alors, on a évidemment des risques liés aux différents types de populations, le collectif obligatoire, le collectif facultatif, l'individuel avec les retraités, la CMU et la CS. Et puis, on a un autre risque, ça j'en parlerai très peu, j'aurai pas le temps, les risques liés aux professionnels de santé. C'est quoi les risques que je cours en travaillant avec des réseaux de soins, les plateformes d'analyse de devis? Y a-t-il des économies potentielles? Je travaille avec un Toubib qui dit « on tombe pas un œuf ». Alors, pourquoi tous ces paniers? Alors, tous ces paniers, c'est lié à ce joli graphique qui raconte, je crois que je l'avais montré la dernière fois, je ne sais plus, il y a 2 ans. Ah oui, je promets, vous m'avez vu il y a 2 ans, je ne dirai pas, je vous l'avais bien dit, je ne le dirai pas, que l'ANI, ça craint. Donc, parce que moi, je commence à avoir des stats et je trouve que ça ne va pas du tout. Donc, la France est championne d'Europe de l'espérance de vie,
avec une particularité, c'est que la France est le seul pays de l'OCDE où les retraités ne cotisent pas au régime de base de la Sécu. Enfin, ils cotisent très peu pour rembourser la dette, mais cette particularité, sachant qu'ils votent, fait que la Sécu aimerait se désengager de manière électoralement correcte, pour faire une synthèse. Je suis vraiment enregistrée là ? Oui, mais c'est bon, c'est bien comme ça. D'accord, c'est bien comme ça. Donc, ces paniers réglementés, on est tous d'accord là-dessus, organisent un désengagement électoralement correct pour les pouvoirs publics. Alors, à mon sens, je me trompe peut-être, mais quel que soit le résultat de l'élection de 2017, je pense qu'on continuera absolument d'aller dans la même direction du désengagement de la sécurité sociale. Juste un exemple, la consultation des médecins est passée de 23 à 25 euros. Supposons qu'à Noël, entre la dinde et le champagne, ils décident, les pouvoirs publics, de passer le taux de remboursement des consultations de 70 à 65%. Rien du tout, hein. Donc les mutuelles qui remboursaient 30% de 23 devront rembourser 35% de 25. Ça n'a l'air de rien, tout ça. Ça fait juste d'un trait de plume une hausse de la charge de sinistre de 27%. Ça, en termes d'ORSA, comment on le modélise, comment on en parle, à mon sens, c'est un vrai sujet. En tout cas, ce graphique pour montrer que la Sécu ne peut pas ne pas se désengager. Alors, avant la pénicilline, la vaccination, les risques évidemment portaient sur les infections. Je vous ai remis un petit extrait de Patrick Sousskind, Le Parfum, qui résume extrêmement bien l'état de santé des Européens avant que la pénicilline, l'eau de Javel et la vaccination soient écrits. Je vous laisserai lire ça quand vous lirez les slides. Aujourd'hui, les choses ont bien changé puisque les tumeurs et les maladies cardiovasculaires sont à elles seules responsables de 2/3 des décès. Tout ça est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne meurt plus d'une péritonite, on ne meurt plus de la tuberculose et surtout, on ne meurt plus d'une simple carie. Alors la tentation va être autour de ça, pour être innovant par rapport à votre voisin de fauteuil, c'est de faire de l'innovation. Problème, quand vous faites de l'innovation pour les maladies cardiovasculaires et les cancers, vous faites faire des économies à la Sécu. Donc on a un autre sujet quand on veut être différenciant et innovant, c'est qu'on fait faire des économies à la Sécu, qui est le gros financeur de ces ALD. Alors, quel avenir pour le régime de base? Ça, ce sont les statistiques, je crois, 2012 de la consommation médicale de chaque Français au titre de la CNAM. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un jeune retraité, là, sachant qu'on est au début du baby-boom, 3 500 € par an et par jeune retraité. Dans les 25 ans qui viennent, triplement du coût, puisqu'un retraité ancien, lui, présente un coût au régime de base de la Sécu d'environ 10 000 €. Donc cette stat pour confirmer que la Sécu ne peut pas ne pas se désengager. Et à mon sens, en termes d'ORSA, c'est le risque le plus important à prendre en considération. La réglementation est-elle raisonnable? Bien sûr que non. Ça, je l'avais déjà dit il y a 2 ans, mais si vous avez des gestions de... Comment ça s'appelle, les clients quand ils ne sont pas contents? D'objection client. Vous remboursez l'ostéopathe et pas les dépassements du chirurgien orthopédique. On commence à avoir des problèmes à ce point de vue-là. On peut rembourser le Viagra et toujours pas le cardiologue. Donc on commence à avoir des paniers de soins qui vont être ridicules en termes de raisons liées à la santé. Alors ma proposition de travail, et on est en train de travailler à l'Institut des actuaires dans une sous-commission sur les paniers. Je remercie à cet égard Cécile Paradis, qui est dans la salle, qui fait partie de la même commission. On est en train de réfléchir à des paniers réellement responsables. Alors évidemment, que ce soit Cécile ou moi, on prend vos remarques et vos notes, puisque l'idée d'un contrat réellement responsable, ce n'est pas de limiter le reste à charge, mais de limiter le reste à vivre. Donc on est dans une obsession française à avoir des paniers de soins qui limitent le reste à charge, alors qu'il va falloir commencer à avoir une réflexion à limiter le reste à vivre. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que votre assuré va avoir à un moment donné une réflexion autour qu'est-ce qui me coûte le plus cher? Est-ce que c'est d'avoir une très très bonne mutuelle qui me laisse peu de reste à charge mais qui me coûte très cher, donc qui obère mon pouvoir d'achat? Ou au contraire, est-ce d'avoir une mutuelle moins chère, qui obère moins mon pouvoir d'achat et qui me laisse des restes à charge que je peux assumer? Donc je pense que la vraie responsabilité porterait dans ce questionnement-là. Donc,
j'ai juste remis pour la mémoire et pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 ans, vous pouvez rembourser une paire de baskets, vous devez rembourser l'aspirine, vous pouvez rembourser l'ostéopathe, mais pas les dépassements d'un chirurgien, ni d'un médecin gynécologue, ni d'un cardiologue. Donc, en gros, les mutuelles vont avoir un risque d'image très important. Et pour moi, c'est un risque, puisqu'on va pouvoir rembourser tous les bobopathes de la Terre et pas les médecins OG. Or, c'est très bien de rembourser l'ostéopathe, il n'y a pas de débat. Mais quelqu'un qui a besoin de se faire opérer la colonne vertébrale, pour une hernie discale, l'ostéopathe ne suffira pas. Donc, à mon sens, par rapport au panier d'irresponsables, on a un vrai risque de réputation que courent les mutuelles à rembourser la bobologie avant la maladie grave. Et du coup, je pense que les assurés, les clients, vont finir par se poser la question, est-ce que finalement, ça me sert à quelque chose d'avoir une mutuelle ? Et ça, cette question commence à voir se développer, notamment sur des populations défavorisées. Alors sur l'ANI, un petit point qui a beaucoup agacé des ouvriers, j'accompagne des grandes entreprises dans leurs négociations, c'est qu'avec la fiscalisation de la part patronale, il y a eu un double effet qui se coule, c'est que la mutuelle a fini par leur coûter une fortune. Parce que si la participation patronale est réintégrée dans le revenu imposable, qu'est-ce qui se passe? Mes impôts augmentent. C'est pas grave, vous allez me dire, sauf que les avantages sociaux, comme le prix de la cantine de mes enfants, comme le prix de la garde périscolaire, est lié aux impôts que je déclare. Et il y a des gens qui ont vu leur mutuelle leur coûter une fortune, parce que quand ça me coûte 2 € par jour et par enfant de plus, le simple fait d'avoir changé de fiche de paye, je vais finir par être très en colère par cette obligation d'avoir une complémentaire santé. Et votre client ne s'en prendra certainement pas au pouvoir public, mais plutôt à vous, qui êtes son interlocuteur. Alors évidemment, l'ANI bouleverse les grands équilibres. Alors ça, c'est pour apporter une tentative de réponse par rapport aux questions de la précédente table ronde. Alors chose étonnante, quand on passe en collectif, c'est censé coûter moins cher. Pas de bol. Quand on tarife le panier ANI sur une base de collectif, ça coûte plus cher que quand on le tarife sur une base individuelle. Donc ça, c'est la première énorme surprise de la généralisation de la complémentaire santé qui va à l'encontre de toute logique assurantielle, c'est que tarifer un panier ANI sur une base collective est plus cher que tarifer sur une base individuelle. C'est assez simple à comprendre, c'est qu'une base collective, on a plus de revenus, moins de renoncement aux soins, donc plus d'utilisation de la mutuelle. Puis en général, quand on était en collectif, on avait des garanties supérieures à l'ANI. C'est pour ça que ça fausse un peu la statistique. Mais en tout cas, on a une première grande surprise, c'est que le passage au collectif n'est pas garant d'économie. Si on reste sur du panier ANI, bien entendu, on a des restes à charge extrêmement importants, puisqu'on a des restes à charge qui vont monter jusqu'à des 400 € sur l'optique. On a à peu près la même chose en dentaire. Par contre, problème, c'est que si on fait la même chose sur des bases individuelles, on avait moins de reste à charge. Donc les gens en individuel qui étaient moins bien couverts achetaient des lunettes moins chères. Donc ça aurait tendance à donner raison au pouvoir public, c'est que moins on est bien remboursé en optique, plus on achète des lunettes bon marché. De là à dire qu'il ne faut pas assurer l'optique, il n'y a qu'un pas. Le franchirai-je? Oui. Par contre, en dentaire, ça, c'est pas la même histoire, puisqu'en dentaire, les restes à charge maximum, eux, sont considérables. Donc, les restes à charge moyens en optique et en dentaire sont les mêmes. Par contre, les restes à charge, si on applique du panier de soins minimum, sont absolument considérables. Donc, évidemment, je rebondirai encore une fois sur la table précédente, vendre du panier ANI, c'est assurer qu'on aura des restes à charge, donc du mécontentement de la part de ses clients. Alors évidemment, par contre, mettre du dentaire en optionnel, c'est ultra antisélectif. Là, c'est très mauvais pour vous. Il ne faut surtout pas aller me faire des options dentaires facultatives. Alors, le nouveau contrat dit responsable, lui, la première partie, c'était sur le panier ANI, maintenant on va regarder le contrat responsable, lui, il modifie les remboursements de complémentaires en mettant des limites sur les spécialistes. Et on a constaté sur des bases anciennes que si on applique le contrat strictement responsable, on avait des restes à charge en hospitalisation de 300 €. Donc l'ostéopathe à 60 € par rapport à ça, ce sera un non-sujet. Donc évidemment, ce qu'on est en train de voir,
pas sur les petites entreprises, mais sur les grandes. On travaille aussi avec des grandes entreprises. Alors là, le modèle est complètement différent de celui qu'on a vu précédemment. C'est que dans les grandes entreprises, les DRH, à toute allure, sont en train de réfléchir à des options surcomplémentaires non responsables, uniquement sur l'hospitalisation et les spécialistes, mais ils le réfléchissent en collectif obligatoire. Ils disent, moi, en tant que DRH, c'est des entreprises qui vont bien, hein. Ils vendent des médicaments. Ou c'est des banquiers. Ça va bien là, hein, pour eux. C'est des gens, ou bien de l'eau. Enfin, c'est des gens qui travaillent sur de l'essentiel. Et les DRH se disent, moi, il est hors de question que j'ai des salariés qui ne soient pas couverts en hospitalisation. Donc ça, c'est la tendance inverse à celle qu'on a vue toute l'année à vendre du panier minimum. Dans les grandes entreprises, on est déjà en train de réfléchir à des options surcomplémentaires non responsables, cofinancées par le salarié et l'entreprise. Moi, je suis très étonnée, mais très, très contente, parce qu'il vaut mieux assurer le grave que le fréquent. Faut-il malgré tout envisager des options? Ben oui, malgré tout le mal que j'en dis depuis 20 ans, là, évidemment qu'il faut envisager des options, sinon on a un défaut de couverture majeur. Sauf qu'on va avoir une difficulté, c'est que le marché, je montrerai dans un graphique tout à l'heure, avant l'ANI, c'est le plus gros changement de l'ANI d'ailleurs. Avant l'ANI, on avait des options surtarifées, pardon, on avait des bases surtarifées et des options sous-tarifées en collectif. Comme ça, les options étaient bon marché et le taux d'adhésion était très fort. Avec l'ANI, et M. Nozac l'a très bien dit tout à l'heure, pour passer le cap de la vente au chef d'entreprise d'un panier très bon marché, qu'est-ce qu'on a fait? On a sous-tarifé la base et pensant se refaire sur les options. Et là, grosse surprise, c'est que le taux d'adhésion aux options n'a pas du tout été celui qu'on attendait. Et là, je ne peux pas dire je vous l'avais bien dit, j'ai promis que je ne le dirais pas. Mais je l'avais bien dit. Ah non, mais j'ai dit que je ne le dirais pas. Bon, le problème, c'est que les clients sont toujours plus intelligents qu'on ne le pense. Et alors là, on a travaillé sur des modèles économiques. Le client, lui, il va avoir une fonction d'utilité de sa garantie. Et il est complètement en mesure de comparer son reste à charge au prix de l'option. Et plus l'option est chère, plus il va faire ce comparatif et plus il va s'apercevoir qu'il n'a absolument pas intérêt à prendre une surcomplémentaire. Donc ça, c'est une tendance qu'on commence à observer, qui est très étonnante et qui ne va pas du tout dans le sens des mutuelles et qui crée du coup des risques Orsa, puisque là, sur la structure et l'équilibre de mon portefeuille, si je pense me refaire sur mes options et qu'elles ne sont pas souscrites, forcément, j'ai une difficulté d'équilibre global de mes comptes. Alors justement, on va regarder les régimes à options. Alors ça, c'est des statistiques que je montre tout le temps. C'est que le prix d'une base dépend de ce qu'on souscrit au-dessus. Donc ça, je vous ai déjà montré ça. C'est juste des stats mises à jour après l'ANI. C'est que le prix de la base n'est pas le même selon qu'on a pris que la base ou qu'on a souscrit l'option 1 ou qu'on a souscrit l'option 2. Donc ça, on a une difficulté parce que je dois faire des hypothèses de souscription de ma base et de mes options. En d'autres termes, tous les tarifs que je suis en train de sortir en ce moment, ils sont faux. Tous les tarifs techniques que sortent tous les actuaires de France et de Navarre sont des tarifs faux, parce qu'ils dépendent du taux de souscription. Et ça veut dire qu'en termes d'Orsa, je ne sais pas comment on va le mesurer. Peut-être qu'il faudrait tarifer toutes les bases au prix le plus élevé pour regarder ce que ça coûterait. C'est donc une question de fréquence. Ah, je ne peux pas revenir en arrière? Si? Si, je crois que c'est le bouton rouge. Le bouton rouge. Ouais. D'accord. Le fil vert sur le bouton vert. Donc les gens, alors ça vient de quoi le fait que la base est plus chère si on souscrit l'option 2? C'est que les gens qui ont souscrit l'option 2 ont une fréquence et un nombre d'actes supérieur à ceux qui ont pris la base, tout simplement. Alors, pour résumer ce que je vous ai dit précédemment, qu'est-ce qu'on faisait dans les années 90? Quand on cotait un régime de niveau 1, ticket modérateur, le coût moyen était faible, la fréquence était faible, la cotisation était bon marché. Quand on cotait un régime de niveau 2, le coût moyen était plus élevé, la fréquence était plus élevée, la cotisation coûtait plus cher. Et pour tarifer une base et des options, on faisait la différence des deux. C'était assez facile. Ça ne marchait pas, mais c'était assez facile. Pour que les options soient souscrites, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on surcotait la base et on sous-cotait l'option.
de manière à ce que l'option soit très très bon marché et qu'elle soit massivement souscrite. Depuis l'ANI, avec des assureurs qui ont voulu prendre des parts de marché, c'était l'occasion rêvée puisqu'on rebattait complètement les cartes, ils avaient tout intérêt à avoir cette stratégie-là. On sous-cote la base et on surcote les options, pensant se refaire sur les options. Et c'est là que le prix de l'option, plus il est cher, plus il génère de l'antisélection. Donc il y a des théories autour de ça, et je vous recommande la lecture, je vous enverrai le lien si ça vous intéresse, d'un certain Pink qui a écrit des choses sur la vérité, sur ce qui nous motive, et sur le fait que le bâton et la carotte, ça ne marche pas. Et là, ça s'applique extrêmement bien à ce genre de structure, puisque plus je tarife un risque cher pour l'équilibrer, plus l'adhérent, le client, va vivre ça comme une punition, une sanction. Et vous savez que c'est le cas des prisons américaines, un prisonnier surpuni a tendance à plus récidiver qu'un prisonnier sous-puni. Mais avec les options surtarifées, c'est la même chose. Plus l'option est tarifée cher, plus l'adhérent va vouloir récupérer son bien. Plus il achètera des lunettes souvent, plus il achètera des dents chères. Donc on aura de l'antisélection et de l'aléa moral, bref, une catastrophe en termes d'ORSA. Alors, ce qui aurait pu être proposé en termes de gestion des risques, si on se rappelle de la structure tarifaire standard, on s'aperçoit que le dentaire est souscrit, est intéressant comme garantie. Si on alors, c'est la première table ronde qui n'était pas ronde. Ça, c'est un truc. Pourquoi elles ne sont jamais rondes, les tables rondes? Moi, je suis simple passeur de plat. Je n'organise pas la. Ah ouais, la non, ligne mais droite. ça, c'est une vraie question. Hein. Bon. On la posera. Alors, si on fait de l'assurance à la demande, évidemment, c'est une tragédie actuarielle absolue, puisque qui va souscrire le dentaire? Les quadras et leurs enfants, puisque le dentaire, ça constitue plus de la moitié de la cotisation des ados. Donc, évidemment, si on fait de la carte et si on fait des options, c'est les quadras et leurs enfants qui vont souscrire du dentaire. L'optique, ça intéresse les jeunes adultes qui, on leur impose une complémentaire santé, ça les énerve, ça leur sert à rien, ils vont en profiter pour se faire une paire de Ray-Ban parce que oui, on peut se faire prescrire une paire de lunettes avec une correction à 0. Ben oui. Et alors, le paradoxe du paradoxe, c'est que les consultations, la pharmacie et l'hospitalisation intéressent massivement les jeunes enfants et les grands anciens. Autrement dit, le panier ANI qui a été fait pour les adultes va très bien pour les enfants et les retraités. Ça veut dire qu'on a un risque d'image, c'est qu'on commercialise un produit qui n'est absolument pas adapté au public pour lequel il a été fabriqué. Ce qui va se passer, alors là, c'est le risque d'image qui me paraît le plus préoccupant. Pour une dépense engagée qui est la suivante, on a une base et un taux de remboursement, on a un ticket modérateur plus ou moins des dépassements et on a un reste à charge, les 3 sources de financement traditionnelles que vous connaissez. Les dépenses engagées augmentent. Elles ne peuvent pas ne pas augmenter, sinon... bon. Et pendant ce temps-là, soit la base, soit le taux diminue. Donc l'intervention de la Sécu va en diminuant. Je vous passe sous silence l'hypothèse que la Sécu ne financerait plus que 95% des ALD. C'est un scénario qui est à l'étude par certains sénateurs. Alors le médicament, quand on voit les cris d'orfraie que poussent les mutualistes si on enlève les vignettes oranges, je vous signale que 5% d'un médicament à 2 000 € la dose, ça va vous coûter autre chose que le remboursement d'une boîte de Dexéril. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais c'est à l'étude que la Sécu ne prenne plus en charge que 95% des... Donc là, s'il y en a qui ont des appuis politiques, c'est le moment de bouger un petit peu. Donc, pour le client, lui, comment il va interpréter ça? Son ticket modérateur va augmenter, ça veut dire que sa cotisation va augmenter, pendant que son reste à charge augmente. Autrement dit, pour le client, plus il paye cher, plus il y a de reste à charge. Alors, assureur-voleur, c'est que le début. Et en risque de réputation, je ne sais pas comment on note ça. La situation 2015, elle n'est pas des meilleures et la projection, elle est préoccupante. Je ne sais même pas si je vous montre les chiffres. Sur la digestion, ça risque de vous rendre malade. Donc, je vais aller vite. Donc, on vieillit. Ça, c'est entendu. On va se projeter en 2024 avec la consommation médicale dont je vous ai dit qu'elle passait de 3 500 à 9 000. Là, elle passe à 12 000 pour les plus grands anciens.
Donc forcément que ça ne va pas aller. Sur la structuration des offres en collectif, avant on avait un collectif obligatoire. On s'est mis ensuite à avoir des collectifs obligatoires suivis de collectifs facultatifs, le tout entrant dans l'article 2 et 4 de la loi E20 et la portabilité. Les patrons ont dit hors de question que je paye de la portabilité sur du facultatif. Donc, les offres actuelles ou de demain, c'est qu'on met de l'individuel au-dessus de l'obligatoire. Donc, le paradoxe de la généralisation de la complémentaire santé, c'est que c'est un retour à l'individuel. Ça, c'est la surprise. Sauf que là, si on est en individuel, on passe dans l'article 3 et 6 de la loi E20. Alors, l'article 6, on ne le lit jamais, hein, mais c'est un article dont je vous recommande la lecture, évidemment, qui dit qu'on ne peut pas augmenter les cotisations en individuel comme on veut. Ça doit s'augmenter de manière uniforme. Donc, il y a tout à penser que très vite, l'individuel se fasse en tarif à l'âge atteint et non pas mutualisé sur les actifs. Ça limitera l'antisélection et ça nous exonérera des problématiques autour de l'article 6. Ça, c'est pour après-demain. Alors, une bonne nouvelle quand même, c'est que les prix de la santé ont peu évolué. Ça, c'est une mutuelle d'entreprise qui a des stats. Alors, les mêmes salariés pendant 10 ans, merveilleux. Alors ça, c'est la stat qui montre que la prévention, ça marche. Donc, je l'ai mise parce que souvent, on nous demande on fait quoi en prévention. Ça, c'est le risque dentaire du berceau au tombeau. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais maintenant, il semblerait qu'on fasse ces prothèses plus tard qu'avant. Donc, la prévention dentaire, ça marcherait. Ça marcherait, puisque si on fait les soins plus tard, ça fait faire des économies. Pas de bol, parce que les retraités, maintenant, ils font les soins plus tard, certes, mais plus cher, puisqu'ils font de l'implantologie. Donc ça aurait pu marcher. L'optique, par contre, là, pas bon. L'optique, la courbe s'est déformée avec l'offre de soins. Les gens changent de lunettes sans qu'il y ait du besoin médical, puisque les gens de 60 ans dont la vue n'évolue plus, maintenant changent de lunettes à 70 ans, alors qu'ils n'en ont plus besoin médicalement. Donc là, on voit bien que l'aléa moral, que le droit à être licencieux s'applique complètement sur ce risque-là. Ça, c'était la pharmacie en 2004, c'est la pharmacie en 2014, l'effet du bisone. Vous avez vu la différence? Ça, c'est les désengagements passés, hein. Ça, c'était l'hospitalisation en 2004, l'hospitalisation en 2014. C'est pas bon non plus, hein. Et ça, c'était les consultations-visites en 2004, c'est les consultations-visites en 2014, avec des dépassements, le bisone. Bref, le coût moyen qui était celui-là, en 2004, 20 ans 20 euros, 40 ans 40 euros, 50 ans 50 euros, est passé là. Et le vrai sujet, ça ne va pas être la solvabilité des assureurs, mais bel et bien la solvabilité des assurés. Donc comment je vais faire ? À 1 200 euros de coûts techniques auxquels il faut rajouter les frais de gestion, la TCA, etc., ben, on est un peu mal, hein. L'article 4 de la loi E20, il ne tient pas. Alors sur l'article 4, je ne sais pas si vous avez eu le dernier projet de décret. Pas très bon pour les retraités, mais peut-être sauveur pour les mutuelles, puisqu'il semblerait que le verrou du 150 va sauter. Donc les enjeux sont simples. Quand j'ai une cotation moyenne, j'ai coté un panier Annie à 20 euros. Si le retraité, je ne peux pas lui faire plus de 150 de 20, c'est-à-dire 30 euros, il va me manquer un peu d'argent. Et là, la CPR va dire provision pour risque croissant. C'est pour ça que la CPR a été moteur pour qu'on fasse sauter le verrou de l'article 4. Du coup, il n'y a plus de protection pour les retraités. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion politique auprès des mutuelles à mener. Je vais passer assez vite parce que ça, c'est les chiffres qui sont tragiques. Et j'avais terminé avec la labellisation des retraités. La labellisation des retraités, pour ceux qui ont suivi les événements, vous aviez un panier minimum pour un prix maximum. Il s'était arrangé pour mettre le prix sous la cotation technique. Donc je voulais simplement vous rappeler qu'une sous-cotation de 2%, c'est rien du tout pour des retraités, ça génère une provision pour risque croissant de l'ordre de 15% d'une année de chiffre d'affaires. C'est colossal. Donc les décotes techniques insignifiantes finissent par coûter très cher, sans compter que la CPR pourrait bien dire on passe en similaire to life, ça veut dire que ce n'est pas du tout les mêmes règles de solvabilité d'eux. Et le paradoxe, et je conclurai avec ça parce que j'ai fini mon horaire, je crois, c'est que la CPR se trouve être en ce moment le meilleur des soutiens des mutuelles. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Voilà. On peut applaudir Anne.